En fait, le lendemain, il m'a téléphoné pour m'inviter à déjeuner, et là, tout a changé. Une quiétude pesante emplit la galerie. En son cœur, une femme vêtue de noir, silhouette hiératique et visage impassible, observe attentivement l'une de ses propres créations. Il s'agit d'un autoportrait tourmenté, un mélange de sourire ironique et de souffrance latente. Elle a 85 ans. Tout autour, les murmures se font entendre, mais personne ne se hasarde à formuler la question taboue. Quelle est sa véritable identité, Amanda Lear? Pour certains, une icône disco à l'énergie flamboyante. Pour d'autres, l'inspiratrice sulfureuse de Salvador Dali. Et pour une grande majorité, un mystère jamais percé. D'où peut-elle bien venir? Quel est son véritable patronyme? Est-elle la personne qu'elle affirme être, ou bien la plus fabuleuse construction médiatique de son temps? Si le mensonge est une discipline artistique, Amanda Lear en est-elle l'architecte ou la victime? Et surtout, qu'a-t-elle si bien dissimulé pendant toutes ces décennies? L'énigme prend racine là où les faits s'évanouissent. Selon les documents administratifs, Amanda Lear aurait vu le jour le 18 novembre 1939 à Hong Kong. Toutefois, d'après d'autres récits, qui sont d'ailleurs légion, sa naissance remonterait à 1941 ou 1946, voire plus tard encore. Le lieu varie également tantôt la Suisse, tantôt Saïgon, ou encore Paris. Cette incertitude n'est pas fortuite. C'est un écran de fumée méticuleusement entretenu. Ces jeunes années constituent un véritable trou noir documentaire. Pas de photographie d'école, aucune anecdote familiale, aucune bribe de son passé. Des journalistes, déconcertés par cette vacuité, ont exploré les hypothèses les plus troublantes. Amanda Lear aurait commencé sa vie en tant que jeune homme prénommé Alan Tapp, une figure du Paris underground des années Swade Diamboku, 50, connu sous le pseudonyme de Pecky d'Oslo, une créature androgyne maquillée à l'excès, dansant dans les clubs du Marais. Lorsqu'elle est interrogée sur ce point, Amanda esquisse un sourire. Jamais elle ne confirme, jamais elle ne dément. Elle retourne habilement la question. Et si c'était vrai, quelle importance? De cette ambivalence, elle a su forger sa meilleure défense, tandis que les autres personnalités publiques recherchent la transparence. Amanda la contourne, la réinvente, la pulvérise. Dès ses premières apparitions sur la scène publique dans les années 60, elle se démarque. Elle ne cherche pas à se conformer, elle aspire à bousculer, à envoûter, à déstabiliser, et cette approche porte ses fruits. Néanmoins, pour cerner Amanda, il est indispensable de comprendre l'univers qu'elle a choisi d'habiter, celui du surréalisme. Quand son chemin croise celui de Salvador Dali, tout change. Le peintre espagnol, maître incontesté de l'illusion, discerne en elle bien plus qu'un simple modèle. Il y voit une créature qui transcende les genres, les origines et les conventions. Durant 15 ans, Amanda Lear devient son inspiratrice, sa protégée, son alter ego au féminin. Il la surnomme la création la plus parfaite issue de mon inconscient. Auprès de Dali, elle intègre une leçon capitale: ne jamais être naturelle. Laisser le soin aux autres de deviner, c'est à cet instant que le personnage Amanda Lear prend vie. Une femme qui semble échapper au temps, qui ne fournit aucune explication et ne présente jamais ses excuses. Mais sous les apparences, des fragments de vérité subsistent. Au cours de quelques rares interviews, Amanda laisse entrevoir une impression de solitude profonde, un isolement qui remonte à ses jeunes années. J'ai évolué entre deux cultures, entre deux idiomes. Sans doute, murmure-t-elle un jour, et si tout ceci n'était pas une stratégie, mais une réaction viscérale face à un monde qui ne lui a jamais vraiment fait de place, ce chaos originel devient sa fondation. Là où d'autres explorent leurs racines, elle s'emploie à les effacer. Elle n'est ni de cet endroit, ni d'un autre, ni entièrement femme, ni complètement homme, ni mythomane, ni sincère. Elle est Amanda Lear, une pure création de sa propre volonté, une entité bâtie sur la provocation, l'artifice et un rejet absolu de se laisser enfermer dans une case. Et c'est sans doute ici, dans ce refus, que se trouve le traumatisme initial. Le besoin de semer la confusion n'est pas une simple coquetterie.
C'est un pur réflexe de survie, à l'écart des soupçons et des « on dit ». Amanda Lear impose d'abord ce que personne n'attendait d'elle, une présence physique. Grande, féline, le regard pénétrant, la voix grave. Elle défile pour Paco Rabanne, incarnant l'élégance subversive de la fin des années 60, mais son ambition ne se cantonne pas au podium. Très vite, elle apprend l'art de capter l'attention, de se forger une identité médiatique. Elle ne désire pas être reconnue. Elle veut devenir inoubliable. C'est dans le sillage flamboyant de Salvador Dali qu'elle peaufine ce talent. Entre l'Espagne, Paris et New York, Amanda est de toutes les réceptions, de tous les scandales étouffés. Elle est celle que Dali présente comme un chef-d'œuvre ambulant, celle dont la seule apparition suffit à attirer tous les regards. Et elle observe, elle apprend. L'art, la provocation, la théâtralité. Mais par-dessus tout, l'art de perdurer. Le véritable point de bascule arrive dans les années 70. À Londres, dans les cercles glam rock et disco, elle rencontre un certain David Bowie. Lui aussi se délecte des jeux sur le genre, l'ambiguïté et le danger. Mais si Bowie incarne la transgression, Amanda, elle, représente le mystère. Elle chante encore peu, mais son timbre de voix profond captive. C'est Bowie qui la persuade de se lancer dans l'aventure musicale, ce qu'elle fait à sa manière provocante, sensuelle, mais résolument hors des sentiers battus, en 1977. Sa carrière décolle, Follow Me devient un succès européen. Sa voix rauque, presque masculine, fascine. Les paroles sont hypnotiques. Et la production est moderne, sa présence scénique est unique. Amanda Lear devient une véritable star. Viendront ensuite Queen of Chinatown et Fashion Pack. Elle est la personnification même d'un courant disco à la fois glacial, intellectuel et sophistiqué. L'antithèse absolue d'une Donna Summer. Une véritable aristocrate de la vie nocturne. Durant la période faste de 1977 à 1981, ses ventes d'albums dépassent les 25 millions d'exemplaires à l'échelle européenne. De l'Allemagne à la Scandinavie, en passant par l'Italie et la France, l'ensemble du continent succombe à son magnétisme singulier. Sa musique s'empare des pistes de danse. Ses vidéoclips sont diffusés en continu et chacune de ses interviews provoque des débats enflammés. Jamais une artiste pop européenne avant elle n'avait, à ce point entretenu, une aura de mystère. Et c'est précisément ce qui la rendait si captivante. Toutefois, parvenue au zénith de sa célébrité, Amanda ne songeait pas à se reposer sur ses lauriers. Au contraire, elle multiplie les métamorphoses, s'essaye au cinéma, présente des émissions de télévision, prend la pause pour les magazines de mode et écrit. Elle semble omniprésente, mais demeure simultanément insaisissable. Et malgré tout, son essence échappe à toute définition, tandis que sa notoriété ne cesse de croître. La presse, subjuguée, s'acharne à vouloir déchiffrer son énigme. Cependant, Amanda Lear ne se laisse jamais prendre au piège de la curiosité médiatique. Ses réponses sont des esquives, des énigmes, ou encore des silences lourds de sens. Le jour où un présentateur lui demande sans détour si elle est née de sexe féminin, elle réplique avec un sourire désarmant « Je suis née comme une légende ». Une repartie magistrale qui la rend absolument intouchable. Sa voix, qui deviendra sa marque de fabrique, est d'abord une surprise. Profonde, monocorde, avec des inflexions quasi masculines. Elle perturbe les conventions, mais elle s'impose. Se plaçant à l'opposé des voix aiguës et fluettes de son temps, Amanda construit un paysage musical unique en son genre, composé de rythmiques froides et de paroles empreintes d'une ironie mordante et d'une grande distance. Sa manière de chanter est le reflet de sa vie, naviguant dans un entre-deux fascinant. Très vite, les chaînes de télévision se l'arrachent. En Italie, elle se transforme en une animatrice d'émissions devenues mythiques, telles que Premiatissima, Vleson, Pesciatok et Siaina. Forte de sa culture polyglotte, de son humour corrosif et de sa beauté hors norme, elle s'établit comme une personnalité médiatique absolument incontournable. Dans l'Hexagone, elle devient une habituée très prisée des plateaux télévisés de A. Michel Drucker, Thierry Ardisson,
ou encore Frédéric Mitterrand. Cependant, en réalité, nul ne peut dire où la personne d'Amanda Lear s'efface pour laisser place au personnage qu'elle a créé. Elle le reconnaît elle-même dans cette confession. Je suis un collage, une création, une image, et à l'instar de toute œuvre d'art. Elle contrôle son propre éclairage. Elle se donne à voir, mais ne se livre jamais à la compréhension. Les liaisons sentimentales qu'on lui attribue semblent elles-mêmes participer à cette grande mise en scène. Dali, Bowie, Brian Ferry, chaque célébrité masculine qui traverse son existence vient ajouter une nouvelle couche à son mythe personnel. D'aucuns affirment qu'elle ne fait qu'interpréter un rôle, tandis que d'autres sont persuadés qu'elle incarne ce personnage depuis si longtemps qu'elle ne peut plus s'en détacher. Jamais elle ne dément. Chaque rumeur est pour elle une matière première qu'elle métamorphose en art. C'est sans doute ici, dans cette gestion parfaitement orchestrée de sa propre image, que se niche le véritable génie d'Amanda Lear. Quand ses contemporaines cherchent à être aimées, elle ne vise rien de moins que l'immortalité artistique. Quand d'autres étalent leur intimité, elle l'enveloppe soigneusement dans un voile de fiction pure. Néanmoins, à l'approche des années 1980, un courant nouveau se lève. Les tendances évoluent et l'ère du disco commence à décliner. En coulisses, des indices précurseurs laissent déjà présager que le miroir de l'illusion est sur le point de se briser. Durant toute la décennie 80, tandis que la déferlante disco s'essouffle, Amanda Lear est contrainte de se réinventer. C'est une question de survie. Elle prend alors les rênes de talk-show, italiens qui connaissent un grand succès. Mais sa renommée internationale commence à se ternir. Elle n'est plus cette vedette incontestable qui régnait sur les nuits européennes, mais plutôt une figure télévisuelle omniprésente, dont l'image, paradoxalement, devient de plus en plus indistincte. Une transformation s'opère. Son personnage public se fait davantage contrôlé, ses entretiens deviennent plus crispés et son regard semble plus élusif. C'est également durant cette période que les fantômes de ses relations, passées, refont surface pour la hanter. La toute première fêlure apparente concerne sa relation avec Salvador Dali. Suite au décès du peintre en 1989, Amanda Lear commence à lever le voile. Que ce soit dans des ouvrages ou sur les plateaux de télévision, elle dépeint la liaison passionnée, tumultueuse et quasi fusionnelle qu'elle aurait partagée avec le grand maître du surréalisme sur une période de plus de 15 ans. Cependant, ces révélations ne sont pas du goût de tous. La Fondation Dali, qui veille jalousement sur l'héritage de l'artiste, conteste vivement certaines déclarations de Lear, les qualifiant d'inexactes et de sensationnalistes. Plus grave encore, des membres de l'entourage de Dali soutiennent qu'Amanda aurait été délibérément tenue à l'écart durant les ultimes années de la vie de l'artiste, et que Gala, l'épouse à la fois possessive et calculatrice de Dali, aurait systématiquement œuvré pour écarter cette muse, qui était devenue bien trop prépondérante. De son côté, Amanda soutient la version opposée, prétendant que Gala était consumée par la jalousie et qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer le peintre et d'être sa source d'inspiration. Cette ambiguïté, une fois de plus, demeure, mais la tension sous-jacente est palpable et tout à fait concrète. Ensuite, il y a le chapitre Bowie. Pendant de longues années, Amanda Lear a décrit leur amitié comme un intermède enchanté, empreint de respect et d'une admiration réciproque. Mais au tournant des années 2000, le discours se modifie. Au cours de plusieurs entretiens, elle avoue s'être sentie délaissée par l'artiste britannique, particulièrement au moment où les rumeurs les plus folles concernant son identité de genre faisaient fureur dans la presse. Il savait pertinemment ce qui se disait à mon sujet et il n'a pas levé le petit doigt pour prendre ma défense. C'est une affirmation qui suggère une rancœur longuement gardée sous silence. La façade lisse de la personnalité mondaine et flamboyante se fissure alors, sous le vernis du glamour. On commence à percevoir la profonde blessure. Derrière son sourire énigmatique se cache une accusation à peine dissimulée. La souffrance ne s'exprime jamais de manière directe chez Amanda Lear. Elle se manifeste plutôt sous la forme d'un sarcasme acéré, d'un rire glacial ou d'une réplique cinglante, dans le viseur de son humour acéré.
Plusieurs figures emblématiques ne sont pas épargnées. Grace Jones en fait notablement partie. Toutes deux cultivent une apparence hors du commun, une androgynie revendiquée, un timbre de voix profond, une extravagance remarquable. La presse s'empare de cette ressemblance pour les mettre en parallèle, les monter l'une contre l'autre, et Amanda, fidèle à sa nature provocatrice, attise les tensions sur les plateaux de télévision. Elle décoche des flèches à peine voilées sur le style jugé trop grandiloquent ou le déficit d'élégance de sa concurrente, sans jamais la citer explicitement, tout en distillant suffisamment d'allusions pour que l'auditoire saisisse la référence. La réplique de Grace Jones ne se manifestera jamais, mais une tension glaciale s'installe entre elles. Deux souveraines pour une seule couronne. Cette propension à exprimer sans phare ce que d'autres taisent lui attire à la fois l'admiration et l'isolement sur la scène médiatique française. Amanda Lear se transforme en une personnalité qui divise. Chacune de ses apparitions est mémorable, mais fréquemment empreinte de tension. Au cours d'un programme avec Michel Drucker, elle fustige en direct la duplicité des médias français à son encontre. Elle pointe du doigt, de manière voilée, certains présentateurs qui colportent des rumeurs sans lui accorder le moindre droit de réponse. Michel Drucker, clairement mal à l'aise, essaie d'apaiser la situation, mais le coup est parti. En coulisses, dans le milieu du spectacle, sa réputation de femme difficile et ingérable commence à se forger. Des producteurs se détournent d'elle, choisissant de parier sur des artistes au caractère plus docile. Quant à Amanda, elle rejette l'idée de devoir plaire à n'importe quel prix. Elle s'obstine à semer le trouble. Quand on l'interroge une énième fois pour qu'elle lève le voile sur son passé, sa réponse est cinglante. « J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Si ma version ne vous convient pas, c'est votre problème. » Cependant, sous cette armure de fermeté se profile un isolement grandissant. Les amis de la période disco s'évanouissent, les personnalités illustres qui gravitaient autour d'elle ne sont plus, et Amanda Lear, qui a fondé sa légende sur l'éclat et la lumière, commence à fréquenter les zones plus obscures de l'existence. Cette descente vers la pénombre ne s'opère pas de manière soudaine. Elle s'immisce, progressivement, de façon insidieuse, à l'image d'une fumée qui envahit un couloir sans issue. Amanda Lear poursuit ses apparitions à la télévision et enchaîne les projets créatifs. Mais la flamme perd de son intensité. Son aura de mystère, qui fut jadis son principal atout, se transforme en fardeau. Dans une société obsédée par la transparence à tout prix, elle paraît anachronique, excessivement libre, trop insaisissable. La presse, jadis captivée, se montre désormais plus acerbe. Les conversations ne portent plus sur sa voix ou ses prestations artistiques, mais plutôt sur son âge, ses interventions esthétiques présumées, ses non-dits. Chacune de ses sorties publiques est prétexte à de nouvelles spéculations. Son visage est-il différent? Pour quelles raisons esquive-t-elle certaines interrogations? Le regard du public, jadis rempli d'admiration, se fait inquisiteur, méfiant. Amanda, plutôt que de plier, opte pour la dérobade. Elle trouve refuge dans la peinture, sa passion originelle, ses œuvres, fréquemment incomprises du grand public, sont sombres, imprégnées d'un humour caustique, habitées par des créatures hybrides, des femmes fauves, des clowns mélancoliques. Nombreux sont ceux qui y perçoivent un autoportrait masqué, fidèle à son habitude. Elle se refuse à tout commentaire. Toutefois, la souffrance la plus profonde demeure, celle qu'elle ne dévoile jamais au grand jour le deuil. En l'an 2000, un drame terrible vient fracasser son existence. Son époux, Alain-Philippe Malagnac, périt dans l'incendie qui ravage leur résidence provençale. Une tragédie d'une violence inouïe. Amanda, anéantie, s'éclipse durant de longs mois. Lorsqu'elle réapparaît, une transformation est perceptible. Son ton est plus cassant, son franc-parler encore plus affirmé. Son humour se fait plus mordant, frôlant parfois la cruauté. Le personnage public qu'elle a créé paraît s'être barricadé de l'intérieur. C'est à ce moment précis que la frontière entre la femme et sa légende se brouille de manière définitive. Amanda Lear ne donne plus de réponses claires. Elle manie l'ironie, la dérision, la pirouette.
Même le cercle restreint de ses intimes confesse ne jamais parvenir à savoir ce qu'elle pense véritablement. Une interrogation demeure cependant, lancinante: pour quelle raison préserver ce mystère? Pourquoi s'obstiner à cultiver le doute alors qu'à 85 ans, elle aurait la liberté de tout dévoiler? Et si, au fond, ce mystère constituait l'unique vérité qu'elle n'ait jamais réellement eue en sa possession? L'an 2000 représente un tournant fatidique dans l'existence d'Amanda Lear. Jusque-là, elle avait flotté à travers les décennies, telle une figure insaisissable, lumineuse et indomptable. Mais au cours de cette nuit funeste, dans la quiétude trompeuse de sa propriété provençale, tout bascule. Un sinistre, déclaré d'origine accidentelle, consume la bâtisse qu'elle occupait avec son époux, Alain-Philippe Malagnac. Amanda n'est pas sur les lieux. Alain-Philippe, quant à lui, n'en réchappera pas. Celui qui était devenu son mari dans la plus grande discrétion, à l'abri des photographes et des journalistes, périt asphyxié, prisonnier du brasier, prévenu du drame, Amanda revient. En toute hâte, il est déjà trop tard. Face aux décombres encore fumants de sa maison, elle s'écroule. Un silence inédit s'empare de la scène. Pas un cri, pas une lamentation, seulement un regard perdu dans le vide. Des traits figés, cette tragédie personnelle va transformer radicalement son rapport à l'existence. Elle, qui en tant qu'artiste avait toujours flirté avec l'idée de la mort, la voit brutalement lui dérober ce qu'elle chérissait le plus au monde. Un silence assourdissant s'empare des talk-shows. Les journalistes, initialement pleins de déférence, ne guettent en réalité que la moindre fissure, le plus petit aveu, une larme furtive. Cependant, Amanda ne leur donne rien. Elle choisit de s'effacer. Durant de longs mois, elle s'évapore complètement du paysage médiatique. Ses proches décrivent alors le portrait d'une femme, murée dans le silence, recluse dans sa demeure, qui couvre ses toiles de constellations toujours plus obscures, de cendres et de figures déformées, de duos déchirés. Jamais elle ne mendie la pitié, comme si son chagrin ne pouvait trouver sa pleine mesure, que dans le recueillement le plus total, lorsqu'elle réapparaît, sa partition a changé, terminée, les déclarations fracassantes et provocatrices, finis les débats télévisés tumultueux. Amanda se révèle plus âpre, plus mordante. Son humour subsiste, mais il est devenu aride, presque caustique. Désormais, elle ne cherche plus à charmer. Au contraire, elle met à distance, elle perturbe. Les quelques confidences qu'elle consent sur la disparition de son époux tiennent en une seule formule lapidaire: les flammes l'ont emporté, et moi, elles m'ont épargné. Le message est complet. Les médias, décontenancés, ne savent plus sur quel pied danser pour l'approcher. Est-elle une icône d'une époque révolue, une légende lasse ou une rescapée insondable au sein d'un univers médiatique avide de confessions intimes? Amanda Lear personnifie le rejet absolu, celui de livrer son âme, y compris au seuil du gouffre. Son grand retour sur la scène publique ne ressemble en rien à un triomphe. Il s'agit plutôt d'une apparition spectrale. Quasi impersonnelle, elle consent toujours à participer à des émissions télévisées, mais en maintenant une distance inédite. Quand on la questionne sur ses commencements, elle élude. Si l'on cherche à l'émouvoir, elle répond par l'ironie. Et si l'interlocuteur persiste, elle tranche la conversation nette. Elle n'est plus une vedette, mais une énigme vivante, une forteresse. Durant les années 2000 et 2010, la presse à scandale s'obstine à vouloir percer son mystère. Les vieilles rumeurs ressurgissent avec insistance. Amanda serait en fait un homme. Elle aurait dissimulé sa véritable identité durant toute son existence. Elle se serait fabriqué une histoire de toutes pièces. Chaque nouvelle décennie semble exhumer les mêmes suppositions, dans une sorte de cycle sans fin. Et Amanda, fidèle à sa stratégie, ne cède jamais. Elle renvoie systématiquement les interrogations à leurs expéditeurs. Pourquoi cela vous obsède-t-il à ce point? Ce que je représente vous perturbe-t-il autant que ça? Pourtant, l'icône se fissure inexorablement, le passage du temps, même sur les légendes,
imprime sa marque. Les traits du visage s'affaissent. La voix perd de sa puissance. La silhouette se voûte peu à peu. En 2022, Amanda Lear endure une intervention chirurgicale majeure à cœur ouvert. Elle en fait l'annonce sans aucune effusion, comme s'il s'agissait d'une simple anecdote. Aucune théâtralité, aucun appel à la pitié. Juste une formule concise publiée sur les réseaux sociaux. Mon cœur a été remis à neuf. Tout le reste fonctionne parfaitement. Derrière cette pirouette verbale se dissimule cependant une vérité bien plus abrupte. Amanda Lear n'est plus invulnérable. Elle s'isole alors encore davantage, se retirant encore plus loin du monde. Terminé, les émissions à sensation. Elle se dédie corps et âme à son art, la peinture. Son atelier se transforme en son sanctuaire. C'est là qu'elle peint quotidiennement, solitaire, au gré de ses souvenirs et de ses peines. Les rares visiteurs qui y sont admis décrivent un endroit empreint de silence, peuplé de toiles, mélancolique et de mélodies d'un autre temps. À 85 ans, elle évolue dans un univers où la quasi-totalité de ses amis ont disparu, où les médias, qu'elle a tant de fois provoqués, se sont métamorphosés, et où les jeunes générations ne perçoivent d'elle qu'une figure, insolite aperçue sur YouTube, et malgré tout, elle ne formule aucune plainte. Elle se défend de toute nostalgie, affirmant « J'ai eu 1000 existences, et je n'ai de compte à rendre à personne ». Néanmoins, dans les yeux de ceux qui la croisent, une interrogation persiste. Qui est-elle réellement? Elle a toujours pressenti que cet instant finirait par arriver. Ce moment où le public ne réclamerait plus ses chansons, ni ses provocations, mais exigerait une seule et unique chose, la vérité. Un aveu. Ce mot de trop longtemps attendu, ou peut-être, enfin, le mot juste, et malgré cette pression, Amanda Lear tient bon. Au cours d'un documentaire programmé tard dans la nuit sur une chaîne culturelle, la caméra l'observe évoluer dans son atelier. Ses paroles sont rares, ses gestes de peintre sont lents. La journaliste s'efforce d'aborder la question cruciale avec une infinie précaution, par des détours successifs. Pourquoi avoir entretenu le mystère durant toutes ces années? Amanda interrompt son geste. Elle contemple sa toile inachevée et déclare sobrement « Parce que l'incertitude est infiniment plus forte que la certitude. » Il ne s'agit pas d'une pirouette, mais bien d'une profonde conviction. Elle révèle alors, pour la toute première fois, que l'ensemble des récits la concernant participaient d'un grand jeu, d'un accord tacite passé entre elle et son public. Elle était disposée à tout accepter pour avoir une existence, pour ne jamais être oubliée. Et au sein d'un univers saturé de célébrités jetables, elle a fait le choix de devenir un mystère, une interrogation permanente. J'ai toujours refusé que l'on m'enferme dans une case. C'est vraisemblablement l'acte le plus radical de toute ma carrière. Cependant, cette clairvoyance dissimule une fêlure bien plus ancienne. Quand elle se remémore sa jeunesse, elle admet n'avoir jamais vraiment trouvé sa place. Elle se sentait trop singulière pour se conformer à la norme, trop éprise de liberté pour adhérer au dogme, et bien trop perspicace pour endosser le rôle de la victime. Elle a par conséquent façonné un personnage, une créature, flamboyante afin de pouvoir survivre. Et avec le temps, ce masque s'est confondu avec son véritable visage. Durant ce même entretien, elle prononce une phrase que nul n'avait anticipée. « Je ne suis pas née Amanda Lear, mais je m'éteindrai sous ce nom. » Une affirmation qui sonne comme une oraison funèbre prématurée. Elle ne valide rien, mais elle ne nie plus. Elle cesse de se dissimuler, se dévoilant avec parcimonie. Elle évoque également Dali. Leur connexion tissée de regards complices, de conventions silencieuses et de jeux, de domination et d'envoûtement. C'est lui qui m'a enseigné que l'illusion peut surpasser la réalité en authenticité. Et suivant ce principe, elle s'est construite tel un assemblage artistique, une œuvre picturale en mouvement. Chaque bruit de couloir, chaque réprobation, chaque non-dit a ajouté une strate supplémentaire à son tableau. Quant à Bowie, il m'a laissé tomber en ne prenant pas ma défense. Mais il m'a donné la musique. Pour cela, je lui suis redevable. En conclusion du documentaire, Amanda Lear assène. Face à l'objectif et sans embâche, j'ai dupé la planète entière. Ou peut-être que non.
j'abandonne à chacun le soin de se forger une opinion. Cela ne me regarde pas. Cela ne me concerne absolument plus. Il ne s'agit pas d'une confession au sens classique du terme, mais bien d'un passage de relais. Elle confie les clés de son dédale personnel, tout en se gardant bien d'en déverrouiller tous les accès. Tandis que l'éclairage faiblit et qu'elle se retire avec lenteur dans la semi-obscurité de son espace de création. Une conviction persiste. Amanda Lear ne fut jamais la propriété de quiconque, ni de son audience, ni même des hommes qu'elle a chéris, et encore moins à la réalité factuelle. C'est peut-être là que réside son triomphe le plus éclatant. Amanda Lear a navigué à travers les époques tel un spectre insaisissable, omniprésente et pourtant impossible à cerner. Elle ne fut jamais réductible à son rôle de chanteuse, ni uniquement à celui de muse, ou même de personnalité publique. Elle incarnait une idée, un défi constant, une création artistique, se transforme et ne la saisit plus. Ou peut-être, en réalité, ne l'a-t-elle jamais réellement saisie? Et cette situation lui sied à merveille. Ce qu'elle lègue ne se quantifie ni en nombre d'albums écoulés, ni en entretiens consentis. Sa postérité réside dans les interrogations, dans les regards perplexes, dans les incertitudes qui subsistent. Elle a prouvé qu'il est envisageable de se forger une identité ou une persona sans céder à l'impératif de la transparence totale. À une ère où l'exposition de soi est la norme, elle a entretenu la part d'ombre tel un sanctuaire inviolable. Et c'est probablement cette dimension qui perdurera. Non pas ce que l'on connaît d'Amanda Lear, mais précisément tout ce que l'on ignorera toujours. Son existence est un dédale sans issue, une toile inachevée, une mélodie qui dissimule toujours une partie de sa partition. Mais il se pourrait que la vérité ne soit justement pas l'élément à rechercher en elle. L'interrogation fondamentale se situe à un autre niveau. Combien parmi nous ont possédé l'audace de se créer, de se remodeler au point de se muer en un mystère que personne n'a l'envie ou la capacité de déchiffrer?